Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec le bec In Sentimental Mood de chez Sios. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de rentrer au cœur de ce nouveau bec matière, fabrication, modèle, extrait. Je vais donc vous faire une présentation, un essai, mais également vous proposer un retour personnel. Alors on ne perd pas de temps, c'est parti. Petite précision, mais néanmoins importante, Sios ne me paie pas. Je vais donc pouvoir vous parler librement de ce bec et vous livrer un point de vue personnel. Autre point, et j'y reviendrai plus tard, que je pense légitime à exprimer dès maintenant, c'est que ce n'est en aucun cas le matériel, donc le saxophone, le bec, les anches, la ligature, qui feront votre sonorité, mais bien le saxophoniste, celui qui joue. Une fois que l'on a dit cela, évidemment, le matériel va nous aider à obtenir plus facilement ce que l'on recherche. S'approcher, évoluer, progresser et finalement être de plus en plus en phase avec ses choix de sonorité à l'instant T. D'ailleurs, au passage, vous allez voir que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir des surprises sur les artistes qui vont jouer ce bec, en plus de votre serviteur. Je ne vous en dis pas plus car je ne peux pas trahir des secrets pour le moment, mais sachez que cela va être du lourd. Je joue donc ce bec depuis plusieurs mois, et certains qui me suivent régulièrement ont remarqué que j'avais un nouveau bec. Même si je ne pouvais pas encore le mentionner officiellement, j'ai donc eu pas mal de messages avec des questions auxquelles je vais essayer de répondre ici. L'idée de cette nouvelle vidéo est donc de vous présenter ce bec, de partager avec vous mon expérience et donc de vous donner quelques impressions personnelles. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme dans toutes mes vidéos, je reprécise qu'il s'agit bien d'un avis strictement personnel. Voilà, c'est dit. Donc faites-vous votre avis. Et si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, aucune difficulté avec cela. Allez, on commence. Avant de vous parler du bec, il est nécessaire de vous expliquer rapidement mon cheminement, ce qui pourra vous aider à mieux comprendre ma démarche sur le fait de changer de bec. Pour ceux qui me connaissent ou me suivent régulièrement, j'ai été très longtemps sur un bec métal Auto-Link Supertone Master avec une ouverture 7 étoiles. Ce bec était comme une référence lorsque jeune, j'ai commencé mon travail sur le son. C'était le bec à avoir, joué dans différentes déclinaisons par les maîtres du saxophone comme Lester Young, Dexter Gordon, Hank Mobley ou encore par exemple Johnny Griffin. Ensuite, j'ai souhaité jouer sur un bec en ébonite, pour me rapprocher de ce que l'on appelait les néo-bop. Toute cette génération, comme Joshua Redman ou Branford Marsalis par exemple. Et je suis donc passé sur le T7 de Van Doren. Après cette période sur l'ébonite, j'ai souhaité revenir sur le métal. À ce moment-là, je suis rentré en contact avec la marque Sios, qui avait comme projet de développer un bec métal. J'avais essayé un prototype très prometteur, mais comme cela n'était pas encore sorti, et en attendant, j'ai découvert le Sios Maxionata. Si cela vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je parle de ce bec lors de sa sortie, que vous pouvez bien sûr retrouver sur cette chaîne YouTube. Je vous place le lien dans la description. À ce moment-là, j'ai donc mis un peu de côté ma démarche de recherche sur le bec métal, même si je l'avais toujours à l'esprit. Cela faisait donc plusieurs années que je souhaitais revenir au métal, mais sans réelles opportunités. Alors, j'avais eu également le plaisir de découvrir quelques années auparavant les prototypes de chez Selmer. Et fin 2024, j'ai pu essayer enfin les becs Jazz Tribute de Selmer, qui a été finalisé, et de les jouer plus longuement. Vous retrouverez d'ailleurs également une vidéo sur cette chaîne YouTube sur le bec Jazz Tribute de chez Selmer. Si cela vous intéresse, vous trouverez également le lien en description. Mais à présent, venons-en au sujet qui nous amène ici, le nouveau bec de jazz en métal de chez Sios. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié la vidéo, et puis cela aide YouTube à recommander cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Passons à l'essai. Cela fait plusieurs mois que j'utilise au ténor le In Sentimental Mood de chez Sios et je vais vous livrer quelques détails et vous faire un retour
le plus précis possible. On ne présente plus la maison Sios qui depuis environ et déjà 10 ans propose des becs de saxophone, de clarinette et des anges par exemple. Fondé par Pauline Evenot, Sios signifie Shape Your Own Sound, littéralement façonnez votre propre son, votre propre sonorité. Sacré programme. Il s'agit donc d'un bec pour saxophone ténor. Sios déclinera peut-être à l'avenir la gamme de bec métal pour d'autres saxophones, mais au moment du tournage de cette vidéo, il n'existe que le modèle pour saxophone ténor. Il s'agit d'un bec dit de jazz, même si à une époque, il y a eu des becs métal joués par des musiciens classiques comme Marcel Mull avec les becs Selmer. Ce bec est conçu donc plutôt pour les musiques autres que le saxophone dit classique. Le bec a été totalement conçu par l'équipe Sios et est imprimé en 3D en collaboration avec un partenaire en Allemagne. Il sera vendu avec sa ligature et son couvre-bec, eux fabriqués à 100% en France, et vous remarquerez sur la ligature qu'elle est gravée également du nom de Sios. C'est un bec avec une chambre moyenne et un plafond brisé assez long et haut. Sios donne comme information que c'est un bec brillant mais qui garde une belle chaleur. Je vous parlerai de mon ressenti au niveau du son plus tard dans cette vidéo dans les essais en juin. Le bec se décline pour sa sortie en 2 ouvertures, 7 et 8. Au départ, le premier prototype était sur une ouverture 8. N'étant pas habitué, il m'a fallu un peu de temps, mais ensuite c'était très confortable. J'ai également essayé le 7 lorsque Sios me l'a proposé, après la sortie du 8, et là, c'est devenu pour moi comme une évidence. Par contre, autant avec le 8 n'ayant pas l'habitude de jouer cette ouverture, ni le plafond brisé, j'ai dû passer un peu de temps avec la force des anches. Je joue des anches d'Addario et je suis passé un peu par toutes les forces. Donc j'étais au départ à 2M, je suis passé à 3S, puis 3M, ça ne fonctionnait pas vraiment, je suis redescendu à 2H, 2M, 2S pour finalement m'arrêter à 2M, comme ce que je jouais habituellement finalement. Mais ça c'était avec l'ouverture 8. Lorsque je suis passé à l'ouverture 7, que j'ai donc pu essayer cette nouvelle ouverture que Sios n'avait pas au départ, là je suis passé à 3S, puis 3M. Et finalement, pour moi, cela a été comme une évidence. Une ouverture 7 et une force d'anche autour de 3, on va dire. Petit aparté rapide, j'ai toujours joué sur tous mes saxophones des becs avec des ouvertures qualifiées de standard qui correspondent en général à 7 étoiles. Chez Sios, sur les becs en composite, j'ai plutôt joué du 8. Donc finalement, je me suis positionné après ces essais à peu près dans la latitude de ce que je choisis toujours comme ouverture. Alors effectivement, pour vous livrer un peu ma démarche, l'idée est, sans passer trop de temps, de voir un peu les possibilités, les avancées, les propositions des différentes marques. C'est également agréable et un peu flatteur, je l'avoue, d'avoir la chance d'échanger, de participer, d'essayer, de donner son avis sur les nouveaux produits et parfois les jouer de manière prolongée. Mais surtout, je trouve que cela permet d'avancer personnellement en améliorant nos possibilités de jeu et donc de faciliter notre pratique au quotidien. Plus précisément, essayer de faire évoluer ma pratique, mais toujours dans la continuité de mes recherches, de mon cheminement. Je vais reprendre ici des propos que j'ai déjà tenus pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos. Pour les autres qui connaissaient mon parcours, vous pouvez passer directement au chapitre numéro 5. Pour moi, il y a comme une sorte de paradoxe. Le son au saxophone me semble être un des points les plus importants. Et pourtant, comme le disent très justement les saxophonistes Pierrick Pédron ou encore Stéphane Guillaume, de manière différente bien sûr, je n'ai pas forcément le son que je rêvais d'avoir. Il y a certainement plusieurs raisons à cela. Déjà, notre morphologie, notre corps, ne nous permettent peut-être pas de sonner comme un Dexter qui par exemple faisait une taille de près de 2 mètres, mais également la forme du palais, de la bouche, etc. Deuxièmement, nous entendons notre son d'une manière très personnelle. Nous entendons, lorsque nous jouons, la résonance de notre corps avec le bec dans la bouche. Un peu comme lorsque vous entendez votre voix à travers un enregistrement pour la première fois. Souvent, on ne se reconnaît pas. Donc nous avons tous nos modèles de son, mais nous ferons ce que nous pourrons. C'est la capacité à accepter ce son, notre son, qui va nous permettre de bien vivre avec et
le faire évoluer. Revenons donc à ce choix de nouveau bec Sios. D'ailleurs, juste avant, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié, et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. L'idée était pour ce changement, pas forcément de faire évoluer ma sonorité, mais plutôt de voir ce que ce nouveau matériel pouvait m'apporter, toujours dans la direction des 4 saxophonistes que sont Stan Getz, Dexter Gordon, John Coltrane et Hank Mobley. Évidemment, vous me direz, ils sont tellement différents au niveau du son que cela semble impossible à faire cohabiter chez une seule personne. Ce n'est ni un fantasme, ni une prétention de ma part de prétendre vouloir fusionner ces 4 maîtres. C'est juste que je ne peux pas faire autrement, qu'au fond de moi, je suis touché, influencé en permanence par ces 4-là. La question n'est même pas de savoir si cela s'entend dans mon jeu, si je suis légitime ou autre. Non, c'est juste comme cela chez moi et je n'y peux rien. Alors une fois ce postulat accepté, je me suis dit que même si c'était impossible, c'est bien la direction que je tente et que je tenterai d'emprunter depuis et durant toutes ces années, en cheminant vers quelque chose, et en toute modestie, de personnel. Et donc c'est là où le bec Sios va jouer tout son rôle, comme à chaque fois que je change de bec ou de matériel, pour que je puisse continuer ce chemin et essayer modestement encore une fois de faire ma propre synthèse de ces 4 jeux, de ces 4 sonorités. Avant de rentrer dans l'essai plus technique du bec, je vais essayer de vous livrer ce que j'aime, ce que j'entends chez ces 4 artistes et ce que je recherche personnellement dans le son. C'est un vaste sujet où chacun pourra, selon ses ressentis, exprimer tout et son contraire. Je vais donc tenter de vous livrer uniquement une vision très personnelle, en aucun cas une référence. Concernant Stan Getz, j'aime sa sonorité aérienne, assez feutrée, assez raffinée. D'ailleurs, c'est le seul des 4 saxophonistes qui n'a pas beaucoup joué avec un bec en métal. Un son souvent qualifié de plus mat. Dexter Gordon, une sorte d'héritier de Lester Young, lui avec un son assez large, une sonorité plus puissante, un peu rugueuse parfois. Encore une fois, je ne parle pas du phrasé, du jeu, j'essaye de m'en tenir uniquement au son. Même si c'est difficile, on pourrait d'ailleurs se poser légitimement la question de savoir si c'est souhaitable ou pas de séparer ces éléments de sonorité, de son et de phrasé par exemple. Donc chez Dexter Gordon, une grande chaleur se dégage de sa sonorité, une sorte de joie, et c'est certainement ce que j'aime le plus chez lui. Coltrane, lui, à l'inverse, a souvent été qualifié par le cri, la transe. Mais à la fois, lorsque l'on l'écoute sur les ballades, la chaleur est là aussi, dans son timbre, mais peut-être toujours avec cette sorte de tension, d'intensité qui le caractérise, et j'adore ça. Hank Mobley est peut-être l'un des moins caractérisés au niveau du son. Et pourtant, il a représenté aussi par une sonorité assez subtile le ténor typiquement qualifié de Blue Note, le label avec cette nonchalance, cette chaleur. Donc dans ces 4 rapides analyses des sonorités, j'ai l'impression quand même que malgré les différences que j'exprime pour les 4 maîtres, eh bien il y a des mots en commun concernant leur sonorité. Par exemple, la chaleur, le timbre. D'ailleurs, un des nombreux liens de ces saxophonistes concernant leur sonorité est certainement l'emploi du subtone, l'effet du souffle dans le son où l'on entend l'air. On va maintenant passer à la présentation du bec. Comme je le disais précédemment, Sios va fêter en 2026 ses 10 années de fabrication de becs. Les becs Sios ont vu le jour en 2016 au sein des laboratoires de l'IRCAM à Paris. Lorsque Pauline, spécialiste de l'acoustique des instruments avant, et Maxime, expert en perception auditive, se sont rencontrés, ils ont imaginé un processus de conception expliquant que la géométrie interne du bec est le facteur clé de l'acoustique des instruments avant. Sur les becs en composite, ils expliquent travailler au 1/100 de millimètre pour ajuster la forme et la longueur du plafond, la taille de la chambre, l'ouverture du bec, la courbe de facing, et ils ont modélisé les effets de tous ces paramètres pour prédire les qualités tonales associées à chaque combinaison. Autant dire qu'ils ont tout de même sacrément réfléchi à tout cela. Mais revenons maintenant à présent au
in Sentimental Mood. Un bec en titane qui redéfinit les standards en matière de design, de précision et de biocompatibilité. Voici la phrase d'entrée de Sios dans son communiqué de presse pour la sortie de ce bec. La marque précise également une fabrication de haute précision pour des performances optimales. Elle explique que ce bec est fabriqué grâce à un procédé moderne de fabrication additive basé sur la fusion laser sur lit de poudre métallique. Comme ça, vous en savez un petit peu plus sur comment est fabriqué ce bec. La poudre de titane est fondue couche par couche sous atmosphère protectrice permettant d'obtenir des géométries complexes avec une très grande précision dimensionnelle. Les paramètres de fabrication sont spécifiquement adaptés à l'application du bec et garantissent une qualité constante ainsi qu'un excellent état de surface. Tout cela évidemment semble extrêmement important lorsque vous fabriquez un bec pour que le son puisse être optimum. Après le processus de fabrication, chaque bec passe par plusieurs étapes de post-traitement de haute précision. Ces étapes incluent par exemple un microbillage contrôlé, des procédés de tribofinition, un nettoyage par ultrason ainsi qu'une finition de surface finale. Le résultat est une surface homogène, offrant une qualité visuelle et tactique vraiment haut de gamme. Pour en avoir discuté récemment avec les équipes de Sios, le processus de fabrication se conclut par un contrôle final complet de chaque bec qui sera vérifié en termes de précision dimensionnelle, de qualité de surface, de finition et de qualité de gravure. Tout ceci afin de répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité. Parlons maintenant de la matière. De belle facture, il est donc fabriqué en titane. Mais qu'est-ce que le titane? C'est un métal léger, résistant, d'aspect brut, de couleur blanc métal, qui est connu pour sa grande résistance à la corrosion. Pour vous la faire simple, ce matériau est connu pour ses propriétés qui lui permettent notamment de façonner des pièces fines et légères. Donc une matière qui permet d'être facilement travaillée pour l'usinage ou l'impression 3D. C'est d'ailleurs certainement pour cela que ces dernières années, c'est devenu, dans le monde du saxophone et particulièrement pour la fabrication des becs, un allié incontournable dont les marques Van Doren ou encore Theo Wayne, par exemple, ont utilisé ces propriétés pour certains de leurs becs. Aujourd'hui, c'est à la marque française Sios de passer le cap avec ce nouveau bec métal en titane. Ce matériau est donc particulièrement léger, extrêmement stable, sans nickel et biocompatible. Une couche d'oxyde durable garantit également une résistance élevée à la corrosion, ainsi qu'une excellente stabilité de surface dans le temps. On peut donc affirmer sans trop de doute que c'est un matériau fiable, stable et plutôt très résistant à la corrosion, ce qui devrait concéder une durabilité dans le temps à ce bec. Il semble donc évident que la marque veut s'inscrire avec ce produit dans une gamme de becs que l'on pourrait qualifié de premium. Au niveau design, comme souvent, les becs en métal ont une forme et un design, une ergonomie plus fine que ceux en ébonite ou en plastique. La ligne est donc assez fuselée, le choix de la couleur assez réussi je trouve avec un gris anthracite, couplé à une ligature et un couvre-bec noir, ce qui est original. On sort des traditionnelles couleurs or, donc c'est chic et assez discret. On retrouve sur le côté le nom du bec, In Sentimental Mood, et sur le dessus le logo Sios en incrustation qui laisse apparaître le titane brut, et je trouve cela particulièrement réussi et donc très classe. Le tout est donc assez épuré. En dessous, on retrouve le numéro d'ouverture, donc 7 ou 8 comme je vous le disais précédemment, ainsi que la mention titanium sur le dessus. Petite précision, ce marquage est réalisé par gravure laser de haute précision. L'utilisation de cette technologie laser à impulsion ultra courte permet de travailler le matériau quasiment sans apport thermique, garantissant un marquage net,
sans bavure et a priori durablement lisible. On notera également le soin apporté au nouveau packaging de ce bec, habillé de gris anthracite, rappelant la matière utilisée qui lui confère sans aucun doute l'envie de la marque de passer dans la classe premium pour ce produit. Pour la petite histoire et pour ceux qui n'auraient pas la référence, le nom du bec vient du standard de jazz composé en 1935 par Duke Ellington, In a Sentimental Mood, transformé en l'occasion en In a Sentimental Mood. En quelque sorte, un hommage qui se situerait entre tradition et modernité. On va maintenant passer à l'essai du bec. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié. Et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Traditionnellement, les becs de jazz sont souvent plus ouverts que les becs dits classiques, permettant plus de flexibilité pour le phrasé, les inflexions, les effets par exemple, alors qu'habituellement, à contrario, les saxophonistes classiques préféreront avoir une ouverture un peu plus fermée avec peut-être une force d'anche un peu plus élevée, ce qui leur permettront d'avoir une sonorité plus maîtrisée, proche du hautbois, de la clarinette, avec par exemple également une grande justesse. Attention, je parle ici bien évidemment de concepts traditionnels, mais effectivement vous pourrez toujours trouver des musiciens de jazz jouant des becs et des anches dites classiques, des becs plus fermés, etc. Dans cet essai, je vais essayer de vous proposer plusieurs extraits dans des styles et des sons différents. Tout simplement déjà parce que c'est mon quotidien et mon envie personnelle de saxophoniste de ne pas jouer exclusivement du hard bop ou de la musique binaire, mais parce que j'aime jouer timbré ou détimbré, et ce même parfois dans le même chorus. Le premier extrait que je vous propose est sur le morceau Funky See, Funky Do, créé en 1977 sur l'album Don't Stop the Music des Brecker Brothers. Dans le style jazz fusion, middle tempo, on commence par l'emploi de ce bec, donc dans une stylistique que l'on qualifie de binaire. On remarque donc ici une facilité d'émission, j'y reviendrai plus tard, et une grande possibilité de phraser avec une articulation assez nette et précise.
Je me suis donc amusé à tordre les sons pour que vous puissiez entendre la facilité des effets que j'ai pu utiliser dans cette esthétique. Écoutons la suite. On remarque donc dans ce premier extrait que je joue très timbré, assez caractéristique du son que l'on entendait dans les années 80 et dans ce style de musique d'ailleurs, et qui ont fait que le saxophone était un instrument très populaire dans ces années-là. Un son assez agressif, dynamique, percussif. Le deuxième extrait que j'ai choisi de vous proposer est sur le morceau Strafangin, créé en 1981 sur l'album éponyme par les Brecker Brothers.
Toujours dans le style jazz fusion, on entend ici ce bec dans un morceau ayant un groove plus sec et plus marqué. Petit aparté, je voulais au départ vous proposer des morceaux également pop, électro pour illustrer la musique binaire. Je les ai même enregistrés. Mais en fait, après avoir enregistré les 2 morceaux que je commence par vous proposer, je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessaire que je vous mette ces morceaux de variété pop ou mainstream pour vous parler des qualités de ce bec dans ces autres musiques, puisque finalement, tout y est ici, dans le premier extrait et dans cet extrait-là. Mais sachez que sur une boucle DJ par exemple, cela sera la même chose, ou de la pop, cela sera pareil, vous pourrez développer les mêmes qualités. Alors ici, on remarque que dans ma manière de détacher, je n'ai pas besoin d'accentuer. Je fais même l'onomatopée dou plutôt que tu. Et le détaché est assez net. Au niveau du jeu, dans le chorus, je reprends un peu le fait de tordre les notes, ce que l'on trouve dans les phrasés caractéristiques de cette esthétique, ainsi que l'emploi des notes dites harmoniques, appelées également altissimo, des notes placées au-dessus de la tessiture officielle du saxophone. On remarque également que je m'amuse dans les notes graves à vraiment claquer chaque note, presque comme des slaps. On verra tout à l'heure dans les morceaux plus jazz, dans les ballades, que je joue pas du tout les graves et que je peux les jouer d'une manière totalement différente avec ce bec. On continue d'écouter. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour le troisième extrait, on va changer complètement de stylistique. On est sur un standard de jazz qui s'appelle Polka Dots on Moonbeams, composé en 1940 par Jimmy Van Heusen. Quand je dis qu'on change complètement de registre, de stylistique, c'est tant dans la qualité et la composition du morceau que dans la manière de l'interpréter.
Je privilégie ici un son plus sombre, comme le qualifie par exemple Sios, même si à titre personnel, je choisirais plutôt la terminologie de son subtone, moins timbré, voire pas timbré du tout, avec de l'air dans le son. Je me permets même de jouer un peu avec la justesse de certaines notes pour aller chercher une qualité de son dans les médiums graves pour privilégier ce timbre. L'idée est donc d'avoir, à l'inverse des exemples précédents, un son plus doux et chaleureux. Son que je qualifie, alors là c'est très personnel, de plus jazz, à la différence d'un son plus timbré que l'on a l'habitude de retrouver dans les musiques de variété, pop ou encore jazz rock ou fusion. Pour ma part, même dans les musiques binaires, j'utilise toujours le subtone. C'est certes un choix personnel, mais surtout une conviction de toujours mettre de la rondeur dans le son. Alors dans les deux exemples précédents, plus timbrés, c'était vraiment pour illustrer les possibilités du bec, mais pas réellement par choix personnel. Je ne dis pas que je ne peux pas le faire, je ne dis pas que je ne l'utilise jamais, mais là c'était vraiment pour alimenter les faisceaux de réflexion. À titre personnel, j'ai plutôt tendance à jouer subtone. Alors on remarque donc ici qu'avec le nouveau bec de chez Sios, il n'y a aucun problème pour changer de stylistique de son. Évidemment, comme d'habitude, c'est bien le saxophoniste qui va faire ce travail. Ce n'est pas le bec. Je préfère le repréciser. Mais il faut avouer que si vous savez maîtriser votre embouchure et que vous avez la culture de la sonorité, ce bec vous permettra de passer par le style de sonorité que vous souhaitez. C'est ce que j'essaye de démontrer par ces différentes vidéos qu'on va observer ensemble. Balade de jazz, on peut tout de même entendre sur le chorus un tempo double fill, c'est-à-dire que l'impression de la rythmique va 2 fois plus vite, alors que le temps se déroule toujours de la même manière. On appelle ça donc double fill, une sensation de doubler. Mais c'est pas un double time qui doublerait la vitesse par 2 et on jouerait les accords 2 fois plus vite. Continuons donc de découvrir ce bec. On écoute.
Le quatrième extrait est sur le standard de jazz When I Fall in Love, morceau de Victor Young composé, ou plutôt sorti, car on ne sait pas s'il ne l'a pas composé avant, en 1952. On remarque toujours l'emploi d'un son sombre, celui que je qualifie personnellement de subtone, ce son que je trouve beaucoup plus large qu'un son timbré. Là, pour moi, on a vraiment un son large, un son chaleureux. C'est pour cette raison que j'ai du mal, d'ailleurs, à le qualifier de sombre, comme le font parfois les marques. Un phrasé tout en finesse, le plus délicat possible, pas d'accentuation, de détaché agressif, tout se fait comme sur un tapis sonore. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Autre point important, et qui est un peu la marque de fabrique de Sios, c'est la facilité d'émission. On s'en rend compte sur cette version que je vous propose. Comme je vous le précisais au départ, les créateurs de la marque, comme Pauline, ont fait des études sur l'acoustique et la géométrie des becs. Pour eux, la géométrie interne du bec est le facteur clé de l'acoustique des instruments avant. D'après les échanges que j'avais eus avec eux et que je vous ai tout à l'heure mentionnés, ils travaillent au centième de millimètre pour ajuster la longueur des plafonds, la partie intérieure en haut du bec, la taille de la chambre. La chambre est la partie située à l'intérieur de la perce, à l'entrée de la partie cylindrique qui s'enfonce sur le liège du saxophone, l'ouverture du bec, la distance entre l'anche et l'extrémité du bec, etc. Comme les autres Sios, ce sont vraiment des becs qui sont toujours faciles à jouer. On continue donc la découverte de ce nouveau bec Sios.
D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous appréciez et surtout ça aide YouTube à recommander cette vidéo, je vous en remercie beaucoup. Le 5e extrait est sur le standard de jazz Windows, composé en 1966 par le pianiste Chick Corea.
Il est clair que ce bec donne accès à une certaine polyvalence, et peut-être que dans mon cas, comme je le disais précédemment, mon envie de fusionner différents jeux, Gettiens, Gordoniens, Coltraneiens ou Mobliens, je ne sais pas comment les qualifier, semble m'aider à remplir pleinement son rôle dans ce domaine. Alors, il n'y a pas de secret. Pour avoir une certaine polyvalence, et donc une possibilité plus grande de changement de son, en général, il faut aussi souvent fournir un peu plus d'efforts. Un bec plus ouvert est parfois un peu plus difficile à jouer. Et ces dernières années, j'avais privilégié la facilité, car effectivement, c'est un point assez appréciable de ne pas trop avoir à se fatiguer pour sortir un son. Cela permet d'être très à l'aise en concert, de ne pas lutter avec son matériel, me paraissait avec l'expérience de plus en plus important. Ici, on voit donc que l'on reste dans le jazz, à l'inverse du binaire pop ou du jazz rock, avec un son chaud et pourtant dans une stylistique dynamique, car le morceau est plus rapide au niveau pulsation. On peut donc allier les deux, une vraie dynamique et un vrai son large de jazz. Le 6e extrait est sur le standard de jazz Black Narcissus, composé en 1974 par le saxophoniste Joe Anderson. Alors j'avais envie également de vous montrer un morceau de ce type, plus aérien, toujours dans l'esthétique jazz bien sûr, mais vous pouvez apprécier les qualités de timbre de ce nouveau bec, sa flexibilité et sa précision. En période de test, je me suis amusé là aussi à tordre la justesse, car souvent sur ce type de bec métal de jazz, avec ce type de chambre brisée, cela peut être parfois compliqué au niveau émission, nuance, justesse.
Mais ici, comme souvent chez Sios, il faut le reconnaître, il est très bien étagé et c'est sur ce point largement au-dessus des Dukoff par exemple, qui parfois sont des becs qui peuvent être un peu complexes à maîtriser au niveau du son et de la justesse. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu quelques difficultés à trouver ma force d'anche au départ de l'utilisation de ce bec. Vous vous souvenez, quand j'avais l'ouverture 8, je ne joue déjà pas très fort sur mes becs de jazz, en général 2,5 ou médium selon les marques. Cette difficulté était peut-être due à un manque de confiance de ma part, non pas envers le bec, mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup, ou plutôt qui met beaucoup de temps à se positionner. Par contre, ensuite, une fois que je suis sur mon sujet, je ne me pose plus de questions. Alors là, effectivement, j'ai fait pas mal d'allers et retours, j'ai beaucoup cheminé entre les D'Addario 2M, 2S, 2A, 3S, etc., comme je vous disais, avant de me positionner très clairement. On va maintenant passer à la conclusion. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me montrera que vous avez apprécié, et puis cela aide YouTube à recommander la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour être franc, j'attendais ce bec depuis des années avec impatience, comme je vous le disais au début, depuis que j'avais eu le privilège d'essayer les prototypes en métal de chez Sios. Et bien que je ne sois à la base absolument pas adepte des plafonds brisés, j'ai été agréablement surpris. Déjà parce que dans sa grande tradition, Sios garde dans son ADN l'idée d'avoir des becs d'une grande facilité d'émission. Et là-dessus, pas de doute, on est bien chez Sios. Mais ce que certains, parfois, pouvaient leur reprocher concernant l'utilisation des matériaux dits plastique composite, ici, ne sera plus valable. Effectivement, avec le titane, Sios semble faire un vrai pas en avant, une sorte de révolution en étoffant leur gamme de becs, déjà assez large, avec l'emploi d'un matériau qualifié aujourd'hui de noble. Alors à titre personnel, je pense que stratégiquement, la marque a eu raison, tout en conservant son ADN de départ, de proposer ce bec en titane. Nous verrons l'accueil qui lui sera réservé dans les mois à venir, mais je pense qu'il va convaincre pas mal d'entre vous. Alors je rajoute un point qui est très important parce que cela m'a souvent été évoqué. Quand je tourne ces vidéos, au moment du tournage de ces vidéos, je ne connais pas le prix de vente. Mais vous le découvrirez rapidement dès sa commercialisation. Mais de toutes les façons, un bec en titane sera forcément plus cher que les traditionnels becs. Nous ne sommes pas du tout sur la même gamme. On voit déjà les prix des becs titane chez les marques concurrentes. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de vous parler du prix, même si je le connaissais, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon sujet. Il y aura toujours des gens qui trouveront que c'est trop cher, d'autres que c'est normal, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est vraiment le bec en lui-même. Après, le prix, vous ferez ce que vous voudrez et chacun fait comme il peut ou comme il veut. Donc, facilité d'émission, pas de fatigue, mais encore une fois, ce ressenti est très personnel et demandera à chacun d'entre vous d'être confirmé en fonction de vous. Au niveau du timbre, et même si la science semble avoir tranché sur le sujet, disant que la matière importe moins
par exemple que la géométrie, la forme, l'ouverture, la taille de la chambre, etc. Cependant, je trouve tout de même, de mon point de vue, que la différence est substantielle. Depuis plusieurs mois, je le joue à la maison, j'ai fait de nombreux concerts, mais aussi des enregistrements, et ma sonorité a changé. Je ne sais pas si c'est en mieux, bien sûr, mais cela a changé. Et c'était le but. Il y a un grand équilibre au niveau justesse sur toute la tessiture, et ça, c'est vraiment bien, car ce n'est pas toujours le cas sur les becs, particulièrement sur les becs en métal. Il faut se rendre à l'évidence que, de toutes les façons, on ne peut pas tout avoir, qu'il faudra faire des choix. D'ailleurs, c'est durant notre carrière souvent un sujet à réflexion, et que les questions se posent. Est-ce que je veux un bec plus ouvert, qui me donnerait plus de possibilités, mais qui sera peut-être plus fatigant qu'un bec plus fermé? Est-ce qu'en jouant un bec plus fermé, je ne risque pas de réduire un peu les possibilités qui s'offrent à moi, sur les timbres, les effets par exemple, qu'avec un bec plus ouvert? Est-ce que finalement, si j'ai besoin de volume, il ne suffit pas juste de demander un micro sans altérer ma sonorité, plutôt que de jouer fort en permanence au détriment de mon phrasé ou de mon timbre? Voilà donc des dizaines de questions se posent et se poseront. C'est pour cela qu'il n'y a rien de parfait pour soi-même, mais on peut s'en rapprocher à un moment T en faisant des choix de ce qui nous semble important pour nous. Pour conclure, Sios, je pense, a parfaitement réussi son coup. Au moment où la marque fête ses 10 ans, c'est une excellente idée d'arriver sur le marché des becs en métal. En se positionnant sur ce marché avec un bec d'une belle qualité de fabrication, une vraie réflexion et un travail de fond qui donne un produit, à mon avis, à aller au moins essayer. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis, de le partager ici en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle puisse apparaître dans les dédales de YouTube. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien abonnez-vous et puis partagez-la sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie déjà par avance. Merci donc de votre intérêt pour cette chaîne et de continuer de suivre ses contenus. Bye bye.